ça s'inscrit voilà, dans un cadre un peu plus large, dans une sorte de protocolisation. On accueille, bonjour, qu'est-ce qui vous amène? Que suis-je censé faire pour vous? Que voulez-vous? Que ne voulez-vous plus? Que voulez-vous la place? Et c'est juste une passerelle. Alors bien sûr, les analytiques, les post-analytiques diront « Mais comment peux-tu faire un travail si tu ne sais pas tout ce qui a amené la personne à vivre cette situation problématique, cette souffrance ?» Certes, mais pourquoi ne pas juste essayer de voir si elle a encore suffisamment de carburant à bord pour ne faire qu'un petit saut, traverser un petit pont par-dessus la rivière et puis commencer à élaborer quelque chose autrement de l'autre côté. On n'est pas ennemis, on est complémentaires. Si vous avez des gens qui ont besoin de revisiter leur passé, clarifiez le mandat. Écoutez, je viens vous voir, j'ai jamais fait ça, il faut que je réexamine toute mon existence. Ok, madame, si je vous entends bien, reformulation, vous venez donc me voir, nous allons passer une dizaine de séances où moi je vais vous écouter et vous, vous allez chronologiquement me raconter toute votre existence. Est-ce que c'est votre besoin? Est-ce que c'est ce que vous me demandez de faire? Oui, monsieur. Eh bien, dans ce cas, madame, je vais répondre à votre mandat. Il y a des gens qui ont besoin de faire ça. C'est une sorte de travail autobiographique. Je ne sais pas ce qu'il a de thérapeutique, à nous de faire en sorte qu'il le soit. Mais si la demande est claire, la demande est claire. Le mandat, chez Erickson, c'était fondamental, le mandat. C'était Jeffrey Zay qui disait qu'un patient était venu voir Erickson, écoutez, j'ai trop mal, j'ai un ongle qui me fait horriblement souffrir, et je ne sais pas s'il est désincarné ou encore incarné, ou peu importe, mais voilà, je souffre atrocement. Ma podologue est en vacances pendant 15 jours, je ne veux pas aller en voir une autre. Faites-moi votre machin là pour que j'ai moins mal jusqu'à ce qu'elle revienne. Puis le monsieur, il était plein de choses comme ça un peu particulières. Il y avait tout un tableau autour. Erickson s'était dit bon sang, mais il faudrait déjà que je vois s'il y a des tocs, il est complètement névrosé, il a pris dans la boîte à étiquettes, il a lu un petit peu tout ce que présentait ce patient. Mais il n'a fait qu'une gestion du message douleur venant du gros orteil gauche. Parce qu'il n'avait pas le mandat pour faire autre chose. Parce que le mandat que donne le patient, c'est quelque part un papier que vous avez, c'est une autorisation. Je te permets d'aller d'abord sur ça. C'est une entrée en matière. Mais déjà, de distordre ça, d'enfreindre cette limite qui est posée, c'est prendre le risque à l'intérieur de générer d'autres résistances. Donc respect du mandat, toujours, avec ou sans hypnose. Surtout que l'hypnose, les gens se disent « mais tu vas rentrer là où je ne sais même pas que tu vas rentrer d'ailleurs ». Non, je vais rentrer là où tu m'amènes. Vous connaissez ma routine, ce n'est pas nous qui prenons le patient pour lui dire « viens voir ici, j'ai un truc génial qui marche vraiment bien et qui va t'aider ». C'est « prends-moi la main et emmène-moi là où tu penses que quelque chose pourrait t'aider ». C'est complètement différent déjà. Et on respecte l'autonomie. Vous êtes l'assistant de ce patient qui vient vous voir, et s'il accepte encore quelque chose que l'on attribue à Erickson, messieurs, dames, les étudiants et étudiantes en hypnose, vous n'allez pas développer un don, acquérir un pouvoir, acquérir un outil extraordinaire que les gens vont vous envier. Vous allez juste être là à rassurer, guider, accompagner une personne qui veut bien faire une expérience d'auto-hypnose, qui va en définir elle-même la profondeur. Olivier vous le disait, c'est le patient qui définit la profondeur de sa transe, pas vous, même si vous essayez de parler de et encore plus profondément, et encore plus profondément. Il y a une vidéo sur la chaîne d'Olivier avec Philippe Miras, voilà, j'avais un blanc, où il est effectivement avec un jeune homme, et puis il utilise sans cesse, c'est la technique de... C'est pas le, voilà, c'est pas le swan, parce qu'il y a un swan aussi qui est très très bien fait avec une patiente très suggestive, enfin une participante très suggestive. On voit à quel point il fait du fractionné, et puis à quel point, à chaque fois, quand il retourne sur l'induction, tout tranquillement, tout doux, lui, il fait un petit peu de caressothérapie par rapport à toi, c'est tout doux, la voix est toute soft, etc., mais on voit le sujet qui s'affaisse complètement, au point que Philippe est obligé de le soutenir, et de lui suggérer, à quelques reprises durant l'exercice, de redresser sa tête. Prenez toujours soin aussi de l'état dans lequel vos patients sortiront de là, parce que rester 20 minutes comme ça fait pas du bien à la nuque quand on revient. Donc il y a ce côté, on peut approfondir la transe, mais si l'on reste fidèle à ce que disait Erickson, vous proposez, parce que le premier synonyme de suggestion, c'est proposition, me semble-t-il. Donc vous proposez quelque chose, et il paraîtrait quand même au nom de cette surveillance à l'intérieur, au nom de ce tri de notre code éthique, de ces limites que nous ne voulons pas enfreindre, on décidera si on va
profondément, plus profondément dans la transe ou pas. Donc nous, on ne peut que proposer, mais on en reste juste à la proposition. Jamais de coercition. Juste de la proposition. Et si l'autre prend, tant mieux. Ça ne fait que plus d'autorisation encore à progresser dans l'usage de l'outil et dans la séance qui est en train de se dérouler. Après, dans les formations, et c'est le moment de la pause maintenant, ça y est, dans les formations, en fait, on fait quoi? Ça va très vite d'acquérir cette capacité comme ça de voir si l'autre est OK, l'inviter à y rentrer, l'inviter à en ressortir, l'inviter à y rester un moment. Faites de l'hypnorelaxation pour vous entraîner au début, c'est juste génial, quoi. On se fait les dents sur de l'hypnorelaxation, ça fait vraiment du bien. Mais après, on fait quoi? On voit des séminaires thématiques. Hypnose et troubles des conduites alimentaires, hypnose et anxiété, hypnose et dépression, hypnose et hyperactivité. Voilà. Après, on est sur des thématiques. L'outil, oui. Application, indication comme un médicament. Indication, posologie, effet indésirable. Alors, il paraîtrait que l'hypnose, la rubrique effet indésirable, il y a quelque chose dedans. On peut avoir des accidents quand même. On peut, mais ça restera quand même de l'ordre de l'exception. Si on est dans l'accueil, la bienveillance, on n'est pas des nounous, mais la bienveillance à la base, et puis ce truc dont on parlait aussi tout de suite au début de la pause, et je finirai sur ça avant la suite plus pratique, il était question de présence. Je disais à Olivier, c'est vrai que tu peux faire de l'auriculothérapie, tu peux faire du massage métamorphique, du voyage astral, de la médecine chinoise ou de la psychodynamique. So what? C'est bien d'avoir une formalisation de ce qu'on fait, mais à la base, il y a la présence. Définie en termes de charisme, je crois, il y a la présence. Vous êtes là, et l'autre, il ne saura pas dire ce que vous faites, il ne saura pas dire en quoi vous lui avez été utile. C'est bizarre, on discute, on fait du coq à l'âne, il y a des moments de confusion, il y a des moments, je ne sais même pas pourquoi vous me parlez, vous me faites une métaphore, vous me racontez une histoire, mais ça a quel rapport avec mon problème? C'est assez classique quand on pratique l'approche ericksonienne, quand on métaphorise, quand on est en conversationnel. Mais la personne, il y a une chose qu'elle ne pourra pas dire de vous, c'est que vous n'étiez pas là. Vous êtes là. Et parce que vous êtes là, l'autre est là aussi. Et quand les deux sont là, je sais, je plagie du Roustan et d'autres grands maîtres aussi auxquels on se référerait, mais quand les deux sont là, il peut se passer quelque chose. Donc par le simple fait de cette présence, où on n'est pas juste une espèce d'écoute diagnostique avec un répertoire, avec une boîte à étiquettes, parce qu'il faut qu'on étiquette pour savoir ce qu'on va faire après, ok, il faut ça aussi. Mais là, dans cet accompagnement-là, c'est la présence qui fait beaucoup. Alors il ne suffit pas d'être à côté, de prendre la main et puis d'attendre que ça se passe, on est bien d'accord. On active quand même des choses, on est quand même là pour bosser. Et on en arrive après à des approches comme l'approche provocative. D'aucuns connaissent l'approche de Frank Farrelly, provocative approach. Lui, il installe d'abord le cadre, il fait le joining. Le patient est là, waouh, oui, ça va. Alors lui, il est bien. Oh, lui, il est bon. Oh, avec lui, je vais vivre quelque chose. Et au moment où... Et Farrelly, c'était un gros Irlandais bien sanguin, comme ça et tout. Bon, maintenant, il se calme parce que tout le monde, plus ou moins, ça s'agit en vieillissant. Mais au moment où il a ça, le poisson est ferré, dit-il. Il tire sur la ligne. Et il se met à engueuler. Il se dresse devant son patient et puis il lui balance. Mais une de ces engueulades comme jamais l'autre n'en a eu une. Quand on voit ça de l'extérieur, on se dit, attends, mais si je rentre chez moi, je fais ça dans mon cabinet... À la fin de la semaine, j'ai plus de patients et la semaine d'après, j'ai 5 plaintes. Je vais peut-être pas faire ça. Mais quand on commence à comprendre, alors c'est lié à la personnalité de Farrelly, mais quand on commence à comprendre ce qu'il fait, il a installé une dissociation. Et ce qu'il fait, c'est le patient et lui ont fait alliance et tapent les deux sur le symptôme, tapent les deux sur le problème. Du coup, le patient va dire, mais arrêtez, mais comment osez-vous faire une chose pareille? Mais quand même, mais il va se rendre compte qu'il est en train de se passer autre chose. Et après, Farrelly revient à cette alliance de nouveau, c'est vraiment à cause de la dissociation, ou grâce à la dissociation, que ces choses-là peuvent se produire. Mais c'est une approche à part. Moi, je préfère en rester à la thérapie ordalique de JLA, où on surprend les gens parfois en leur proposant de mettre le symptôme à l'épreuve. Vous avez déjà entendu parler de ça, je pense. Le monsieur qui est insomniaque, qui peste parce que pendant 3 heures, il fait le tourne-broche dans son lit, il n'en peut plus, c'est 3 heures du matin, il devrait dormir, il n'y arrive pas. Ben, il a essayé plein de choses, il veut éviter de s'accoutumer aux somnifères, donc il vient vous voir, il dit avec de l'hypnose, on peut faire quelque chose. Je sais pas.
comme JLA a été un des pivots aussi de l'école de Palo Alto, puis qu'il a aussi connu Ericsson. D'ailleurs, il était parti pour filmer Ericsson, et il n'a jamais réussi à décrocher de la caméra, d'ailleurs. Vous voyez l'effet du monsieur. Et du coup, JLA, avec l'ordinothérapie, il a mis au point des stratagèmes, type, tu peux passer 3 ans avec ce monsieur à te battre contre son insomnie. Bon, ok. Mais ce que tu peux aussi faire, c'est dire à ce monsieur, monsieur, quelle est la chose que vous détestez le plus faire dans votre vie quotidienne? Et le monsieur dira, ne me demandez jamais de repasser une chemise, je déteste ça. Bien, monsieur. Alors, je vous propose une expérience. Vous vous couchez. Si 20 minutes après, vous n'êtes toujours pas endormi, c'est ce qui commence à vous agacer, je vous propose de vous lever, d'aller repasser une chemise, puis ensuite d'aller vous recoucher. Comment? Oui. Et ça ne s'arrête pas là, parce qu'il se peut que 20 minutes plus tard, vous ne soyez toujours pas endormi. Auquel cas, vous vous relevez, vous repassez 2 chemises, et vous retournez vous coucher. Alors, ça paraît fanfaron. On dirait un humoriste qui essaye de faire semblant de faire de la thérapie. Non. Si le patient souscrit, parce qu'il faut savoir vendre la tâche, si le patient souscrit à ça, si vous lui faites vivre un petit truc, une suggestion camouflée ou un petit peu d'hypnose et vous mettez des suggestions post-hypnotiques pour être sûr qu'il le fait, le monsieur, le soir, va se retrouver, au bout de 20 minutes, bien sûr, il ne dort pas. Puis, mais non, mais je vais quand même pas me lever pour repasser une chemise, quand même. Il m'emmerde, ce thérapeute. Alors, il va peut-être le faire, ou pas. Et puis, il se produit des choses, c'est expérimental, on ne garantit jamais le résultat, il faut le tester d'abord. Mais le monsieur, il y a de fortes chances qu'il n'a tellement pas envie d'aller repasser ses chemises qu'il finira par s'endormir. Et un dernier petit truc, et après vraiment je débranche, quand on nous amène des enfants avec des terreurs nocturnes, ou alors quand ça revient comme le pipi au lit parce que les parents divorcent, et puis l'enfant a 8, 9, 10 ans, il ne devrait plus faire ce genre de choses, mais il les refait. Moi j'ai bien aimé la prescription qui était, il a peur des monstres sous le lit. Ben écoute, avant de faire une thérapie de 2 ans avec le gamin, tu dis juste aux parents de rentrer chez eux, de mettre le matelas par terre, et puis de mettre le lit à la cave. Ça ne va pas guérir le gamin, entre guillemets. Ça ne va pas changer le monde de cette famille. Par contre, ça va obliger cet enfant à élaborer autre chose, à trouver autre chose. Ça va peut-être l'embêter, c'est clair. On n'est pas là pour l'embêter, mais on supprime l'espace sous le lit dans lequel les monstres peuvent se cacher. Le matelas étant par terre, les monstres vont peut-être aller dans le placard ou derrière le rideau. Mais on gagne un petit peu de temps pour commencer à élaborer autre chose. Puis il y en a certains, bizarrement, ils sont bien gentils quand même avec nous, ça suffit pour que le symptôme prétexte disparaisse et puis qu'on puisse passer à autre chose. Donc merci, pour l'instant c'était je pense très multipiste, très pluridimensionnel, mais j'essaie chaque fois de revenir sur l'hypnose, oui, mais ensuite quoi, comment, dans quel cadre et avec quel développement. Deuxième partie de l'après-midi, je ne ferai pas, donc c'est interdit que je fasse une démo de 30 minutes avec une situation où je peux faire vivre quelque chose à quelqu'un et tout, mais je vais vous emmener très précisément chez Rossi. Quand on parle d'Erickson, on parle de Rossi, quand on parle de l'un, on parle de l'autre. Je vous emmène chez Rossi, puis on va continuer sur la base de ces distorsions perceptives sensorielles, on va travailler sur les mains. Parce que ça, on les a toujours avec nous, au bout de chaque bras, il y a toujours une main secourable. Donc on va travailler avec les mains, avec des changements de polarité, et puis des choses très simples qu'on vit d'abord pour soi, et puis qu'on peut faire très facilement vivre à d'autres, et puis laisser cette grande liberté de choisir ce qui se passe entre les deux. C'est le menu que je vous propose. Et puis je prendrai un peu plus, parce que vous avez vu qu'on n'est pas pareil les deux. Mais alors au niveau de la logorée, personne n'a réussi à nous soigner. Donc ça, tant pis. Il faudra que je mette un vrai timing pour qu'ensuite on puisse venir... même les 3, et que vous ayez vraiment du temps, c'est quand même un groupe assez important, que vous ayez vraiment du temps pour les questions. Parce que sinon, je vais faire comme on fait d'habitude. On dépasse déjà le temps, et puis après on dit, bon, bah, s'il y a 2-3 questions encore avant de partir, puis c'est rageant, parce qu'on a des questions quand même. Donc vous aurez le temps pour les questions. Bonne pause.